Alors vous êtes française, vous êtes née en Lorraine, à Nancy, vous avez fait des études de littérature, de lettres modernes, et vous êtes à la fois, beaucoup de choses, journaliste, productrice, écrivain, spécialiste de musique de film et scénariste. Si j'en ai oublié, vite. Vous avez travaillé longtemps pour France Inter et France Info. Vous êtes l'auteur d'une douzaine, je crois, de romans. Et après quelques nouvelles, quelques fictions, vous décidez en 2010 de vous consacrer à votre œuvre littéraire. C'est alors que vous publiez ce roman, L'enfant au caillou, en 2011, qui lui est traduit en anglais. Vous pouvez l'obtenir ici, Stone Boy. Il a eu, je crois, une reconnaissance internationale. Il est traduit dans combien de... Enfin, ou publié dans combien de pays? Une vingtaine de pays. Une vingtaine de pays. Et 3 autres romans ensuite vont suivre. Ils sont ici. Black Coffee, on voit ici l'affiche sur le blog. Il y a eu, c'était 2013, 2015, À la mesure de nos silences. Et ensuite, tout frais, 2016, White Coffee. Alors, je vous avoue que je n'ai pas tout lu, mais presque. Donc, on parlera ce soir essentiellement de 3. Pour d'abord diverses raisons. L'enfant au caillou, de par sa renommée, et aussi parce qu'il est traduit en anglais. Je pense que c'est intéressant pour le public qu'on a ici. Et puis, surtout aussi Black Coffee and White Coffee, qui se situe à la fois en France et aux États-Unis, mais essentiellement aux États-Unis, donc particulièrement intéressant pour nous. Sophie, est-ce que c'est la première fois que vous êtes à l'Alliance française de Chicago? Oui, c'est la première fois. Ah, première, donc bienvenue, je l'ai dit tout à l'heure, mais doublement. Est-ce qu'on aura bientôt un micro? Pour vous faire lire, on va attendre un tout petit peu. Vous avez commencé des nouvelles et vos romans, je dirais, en littérature générale. Oui. Et si je reprends le code des couleurs, plus ou moins littérature blanche, je crois, que vous avez dit, et maintenant vous vous êtes orienté plus vers la littérature policière, le genre, la littérature noire. Pourquoi ce choix? Je pense que même mes romans en littérature blanche étaient imprégnés de quelque chose d'un peu sombre, et que le noir permet d'aborder des sujets très sociaux, très proches de nous. Et je voulais me débarrasser de, peut-être, parce qu'en littérature blanche, souvent on est très attentionné au style, à l'originalité de l'œuvre, mais pas forcément au contenu. Et pour moi, il était important que ce que je dis soit plus important que la façon dont je le racontais. Donc le noir permet d'aller très vite au fond des choses. Et comme j'aime la littérature générale, que je suis nourrie depuis l'enfance des grands classiques, mon écriture de romancière, de thriller, n'a absolument rien à voir avec l'écriture d'un auteur de roman noir traditionnel. Je suis plus... Voilà, en fait, je suis une grande tricheuse. J'écris du noir en venant du blanc. Merci. Et pourquoi pensez-vous, où voyez-vous l'intérêt du lecteur qui lui préfère, certains lecteurs préfèrent lire de la littérature policière, donc noire, plutôt que blanche? Alors vous avez donné votre point de vue en tant qu'écrivain, mais merci. D'après vous, le lecteur, pourquoi ce choix du lecteur vers la littérature policière? Oui, c'est vrai. C'est mieux comme ça. Désolée pour ma voix, j'ai le nez un peu pris. Le lecteur est comme un auditeur, il attend qu'on l'emporte avec une histoire. Quelle que soit la façon dont l'histoire est portée, c'est vraiment ce qu'on raconte qui va toucher, qui va faire qu'on va se retrouver dans les propos, dans le personnage. Et ce que j'ai commencé à écrire, mes 2 premiers romans de littérature blanche, c'était des romans un peu érotiques, parce qu'ils traitaient d'un sujet qui m'intéressait beaucoup à l'époque. J'avais une trentaine d'années, j'arrivais à Paris. C'était peut-être un moment d'une vie de femme, d'épanouissement sexuel. Et donc la littérature blanche me correspondait très bien à cette époque pour exprimer ce que j'avais envie de partager. Ce sur quoi je voulais amener, réagir et partager les lecteurs. Parce que pour moi, un écrivain ne fait rien d'autre que de partager, de donner quelque chose, d'envoyer un message et le lecteur le reçoit et éventuellement communique après en retour.
Mais en réalité, mon premier roman publié est un roman noir. C'est un poulpe dans la série Le Poulpe, qui est une collection imaginée par Jean-Bernard Pouy, qui permettait à n'importe qui, à tout le monde, d'écrire un polar. Il suffisait simplement d'utiliser la Bible qui était proposée autour d'un personnage qui s'appelle Gabriel le Couvreur, qui est une espèce de détective privé et qui enquête sur des faits de société. Donc il m'avait envoyé la Bible qui tenait en deux pages et il m'a dit vas-y écris. Et je n'avais jamais écrit j'avais écrit des manuscrits que j'avais envoyés avec beaucoup d'espoir à des maisons d'édition. J'avais eu la chance que Grasset repère un de mes ouvrages, mais malheureusement, à l'époque, je n'avais pas été en capacité de le retravailler et de m'accrocher pour donner un manuscrit retravaillé dans le bon sens. Je me souviens que Martine Boutan m'avait vraiment beaucoup soutenue, mais je ne m'étais pas autorisée à aller au bout de mon projet. Et le fait que écrire un poulpe, c'était quelque chose entre guillemets, que tout le monde pouvait faire. Ça n'avait rien d'exceptionnel, donc si c'est pas exceptionnel, je me suis dit, je peux le faire. Parce que depuis toute petite, j'ai très peur de faire quelque chose dont je ne suis pas capable. Donc pour moi, c'était plus facile. Et effectivement, ça a été très simple. J'ai écrit le livre, je crois, en quelques semaines. J'ai envoyé le manuscrit et il a été publié très facilement en 99. Et c'était une histoire policière très classique, avec une enquête et déjà des thématiques fortes qui sont les miennes, qui sont l'enfance maltraitée, qui sont les secrets de famille, la filiation, et toujours une histoire d'amour, quelque chose de très sensuel, une rencontre de personnages. Merci. Alors pour donner le ton, je pense le mieux c'est de lire un petit peu de votre livre. On va prendre un passage qu'on a discuté juste avant, de l'enfant au caillou, qui à mon avis donne à la fois un petit peu le ton de l'histoire et aussi la façon dont vous écrivez. Rend assez bien. Je vous laisse 73. Je peux te mettre sur l'épaule. Non, c'est là. Des cris aigus et le grincement d'une balançoire tiraient Madame Préau de sa sieste dominicale vers 15 heures. Elle se levait, ouvrait les doubles rideaux et découvrait les enfants jouant dans le jardin. Une fillette et deux garçons, le plus petit des garçons n'avait guère plus de 3 ans et pleurnichait beaucoup, victime des farces de sa sœur. Peut-être âgée de 5 ou 6 ans, elle le faisait délibérément chuter de la balançoire, lui arrachait le ballon des mains ou le poussait d'un petit camion pour prendre sa place. Elle usait de sa supériorité physique avec aplomb, profitant du fait que ni son père ni sa mère ne les surveillaient. Ces derniers se contentaient de jeter de brefs coups d'œil à leurs enfants lorsque ceux-ci étaient trop turbulents. Parfois, le père sortait fumer des cigarettes en buvant un café ou une bière. Il s'asseyait sur un fauteuil de jardin en plastique blanc et s'intéressait surtout à son téléphone portable. La mère apparaissait peu en dehors de la maison. Si elle traversait le jardin, c'était au pas de charge et dans le seul but de décrocher le linge étendu devant le mur du garage. Tous les deux étaient blonds, avec un type nordique assez marqué, comme le petit garçon et sa sœur. L'autre garçon, le plus grand, était châtain foncé. Il devait avoir l'âge de Bastien, 7 ou 8 ans. Il se tenait à l'écart des deux autres. Calme, il restait dans son coin sous le bouleau pleureur, ramassant des cailloux et des morceaux de brindilles pour les ordonner ensuite sur les dalles du jardin. Invisible depuis la rue, caché par les tuyas et le haut muret en béton, il se croyait sans doute protégé. Hormis la meulière de Madame Préau, aucune maison à proximité n'était assez haute pour que l'on puisse apercevoir cette partie du jardin. Assise devant la petite table en marqueterie qu'elle avait installée dans un angle de la pièce près de la fenêtre, la vieille dame assistait au jeu des enfants, nostalgique de ses récréations surveillées à l'époque où elle enseignait encore à l'école Blaise Pascal. Bercée par le tumulte familier qui régnait dans le jardin des voisins, elle occupait ses mains à raccommoder ou bien à trier tout ce qui pouvait l'être dans la maison. Boutons, rubans, vis et boulons, crayons, factures, photographies de famille, lettres, cartes postales ou dessins d'anciens élèves. Parfois,
Lorsque la petite fille allait trop loin, martyrisant son jeune frère au-delà du simple amusement, Madame Préau se penchait contre le brise-bise de dentelle. Rajustant la monture de ses lunettes, elle mordait ses lèvres. Certes, il aurait été plaisant de rejouer le rôle de maîtresse d'école, d'ouvrir la fenêtre et de mettre en garde la gamine. Mieux valait ne pas intervenir. Madame Préau se réservait le droit d'aller parler aux parents si jamais la fillette dépassait les bornes. Quant à l'enfant installé sous l'arbre, il était d'une sagesse tellement exemplaire qu'il en devenait curieux. Dimanche après dimanche, le garçon reproduisait des gestes semblables, construisant des totems à l'aide de brindilles rassemblées en fagots et de cailloux plats. Il demeurait immobile, accroupi ou bien debout, le regard perdu dans les rideaux de tuyas. Sans doute observait-il des insectes. Et lorsque parfois il levait brusquement la tête en direction de la maison de Madame Préau, dans un mouvement de recul, la vieille dame manquait de laisser choir sa boîte de boutons ou la pile de photographies posée sur le tiroir écritoire. La frange en bataille, elle ramassait ensuite les objets éparpillés en rougissant. Convoiter les richesses du jardin de son voisin, n'était-il pas un péché? L'habitude fut prise. Chaque dimanche et les jours de congé scolaire, dès que Madame Préau entendait les cris stridents du petit garçon et le rire de sa sœur, où qu'elle fût dans ces instants, occupée à retirer les herbes folles de la rocaille, cueillant les prunes et les figues aux branches, préparant des confitures avec les fruits du jardin, écrivant une lettre à son fils, ou recopiant un chapitre entier des mémoires d'un sergent-major ayant servi sous Napoléon, elle rejoignait son poste d'observation. Merci beaucoup. Effectivement, je voulais résumer un tout petit peu le livre, hein, et je crois que ce passage le résume bien mieux que si je l'avais fait, cette histoire de vieille dame, Elsa Préau, ancienne directrice d'école, qui observe de chez elle la cour de ses voisins, le jardin de ses voisins, et ses 3 enfants qu'elle voit. Et vous l'avez dit un petit peu avant, donc je ne pense pas que je donne la fin. Disons, ce livre tourne autour de la maltraitance, et sans vous dire effectivement ce qui se passe, elle soupçonne, cette femme, qu'un de ses enfants, celui dont vous parliez, qui est tout seul, qui joue avec des petits cailloux, qui est différent des autres, elle le soupçonne d'être un enfant maltraité. Et toute l'histoire va se dérouler autour de ceci, toujours en oscillant dans le registre on ne sait pas si on est dans le réel, dans l'irréel, dans l'imagination de cette vieille femme, ou si vraiment les choses se passent. C'est complexe aussi, puisque ça commence au début, c'est juste après la guerre. Donc l'histoire va assez lentement, j'ai trouvé, vous déroulez assez lentement cette histoire. Et alors tout d'un coup, au milieu à peu près, ça s'accélère. Et à la fin, ça va très vite. Et on réalise que vous avez effectivement semé des petits cailloux un peu partout, des morceaux de puzzle qui à la fin font que toute l'histoire se déroule. On a toute la plot. Dites-moi plus sur vos sources d'inspiration, Sophie, par rapport à ce livre et les autres. Ce que vous avez souligné sur la structure même du récit, c'est très important puisque c'est quelque chose de commun à tous mes livres. Et je me rends compte aujourd'hui que déjà ce n'est absolument pas volontaire ni conscient de ma part, que ça va le devenir peut-être, mais que tous mes livres fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire que les choses au départ sont assez lentes. À un moment, il y a une accélération. Et puis, toute la fin du livre est dans une précipitation incroyable. Et je me rends compte qu'en fait, ça, c'est tout simplement les 3 phases de notre vie. Toute l'enfance, on n'a qu'une hâte, c'est de sortir de cette enfance et de devenir adulte. Et on trouve que les choses sont lentes et lentes et lentes. Et puis on arrive dans cette phase où tout d'un coup, on est adulte. Et là, on vit à fond, donc on travaille, mais ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Et puis tout à coup, on s'aperçoit qu'on a passé un certain âge et qu'on est déjà de l'autre côté, et que le temps qui reste est extrêmement réduit. Donc en fait, mes livres sont vraiment, dans leur structure, à l'image de la vie. Et je pense que ça va vous permettre de comprendre tout ce que j'essaye de passer dans mes livres. Ça va bien au-delà du fait divers qui m'a inspiré. L'histoire de l'enfant au caillou, par exemple. C'est une histoire qui est inspirée par 2 faits divers que j'ai imbriqués. C'est un peu comme une petite cuisine que je fabrique à partir d'éléments réels.
et qui m'interpelle, parce que soit il me bouleverse, soit il m'angoisse. Par exemple, effectivement, la disparition d'enfants, c'est des choses, toutes les mères de famille ont très peur de ça, qu'il arrive quelque chose à leurs enfants. C'est le cas sur la route 66 notamment. Donc soit je travaille sur mes propres peurs, sachant qu'elles sont communes à beaucoup d'autres familles, d'autres personnes, soit je vais travailler sur des sujets qui me touchent personnellement, des choses que j'ai vécues et que je vais discrètement glisser dans mes personnages. Un de mes romans qui est exemplaire à ce titre, c'est le roman Dans l'œil noir du corbeau, qui n'est pas présenté ici, qui est un roman qui se passe à San Francisco et dans lequel le personnage de Anne Darnay, qui est une jeune femme française, une chef française qui anime des émissions de cuisine à la télévision, revient à San Francisco pour essayer de retrouver un amour de jeunesse connu en France, dans les Vosges, sur des pistes de ski, un jeune Américain qui était venu en France avec sa famille en vacances. Et cette histoire est totalement, et je l'assume, calquée sur ma propre histoire d'amour, puisqu'à 16 ans, j'ai rencontré sur les pistes de ski vosgiennes un magnifique garçon qui s'appelait Bruno, qui venait pas de San Francisco, il venait de Valenciennes. C'est quand même moins excitant, mais c'est vrai que j'ai été très amoureuse de ce garçon, que nous nous sommes jurés un amour inconditionnel, et que cette relation a duré une semaine. Et totalement, comment dire, purement... voilà, juste de tendres baisers très chastes. Voilà. Et à l'époque, j'avais 16 ans et j'étais dans une attente romanesque et sentimentale très grande. Et l'idée que ce garçon m'attendait quelque part et que nous serions amenés à nous retrouver, qui sait, 2 ans, 10 ans plus tard, avait vraiment conduit une grande partie de ma vie de femme. Et j'ai eu un moment besoin de m'affranchir de cette histoire, d'essayer de le retrouver. Et c'est la façon dont j'ai pu le retrouver qui a amené l'idée de ce roman. Donc il y a souvent une grande part de moi-même dans ces livres. Et le personnage de Desmond dans Black Coffee, par exemple, qui est pourtant un homme qui a plus d'une 50aine d'années, qui est un criminologue, qui vit à Chicago, et qui soudain perd son père décède et il va vivre dans sa maison à Sedona, en Arizona. Cet homme qui a priori n'a rien à voir avec moi a un très grand point commun qui est son rapport à son père et notamment à la mort de son père, à tous les regrets qu'il peut avoir de ce qu'il n'a pas vécu avec son père. Et il y a une scène dans le livre, notamment l'enterrement, les obsèques de son père qui sont exactement calqués sur ce que j'ai vécu. Sauf que moi, ce n'était pas à Sedona, mais à Montpellier. Mais bon, c'est la même chose, c'est les mêmes rapports avec les gens. Et enfin, le personnage qui me ressemble le plus, eh bien, il a 82 ans. C'est François Valland. C'est le personnage de À la mesure de nos silences. Je ne m'en suis pas rendu compte quand j'ai écrit ce livre. Et c'est une amie à moi qui est journaliste et qui lit tous mes romans, qui après l'avoir lu m'appelle en me disant « Tu sais Sophie, c'est pas la peine de te cacher derrière un vieux bonhomme de 82 ans, je t'ai reconnu. » Donc voilà, parfois on passe des choses extrêmement personnelles dans des personnages, simplement leur perception du monde, de la nature, leur rapport aux autres, ce qu'ils pensent de la vie, leurs regrets, leur culpabilité, tout ça sont des choses qui sont en moi et dans lesquelles je puise pour donner une réalité à mes personnages. Merci beaucoup pour la réponse. Vous avez par là même touché à d'autres points que je voulais aborder. J'allais vous demander quel était votre personnage, le personnage vous identifiez le plus, et vous avez répondu, il s'agit Dans la mesure de nos silences, ou Desmond. Plusieurs thèmes aussi que vous abordez en disant une grande part autobiographique, c'est ce qu'on comprend dans ce que vous venez de dire.
Et moi, les thèmes que j'ai vus, que j'ai notés dans les 3 romans que j'ai lus en peu de temps, donc, et ça ressurgissait à chaque fois, donc j'ai à chaque fois noté, et c'était dans tous. Donc si je devais faire des blogs, si je devais faire, je sais pas moi, mettre des tags ou des catégories, je dirais, alors il y a l'histoire, parce que c'est toujours sur une grande période de temps, donc il y a l'histoire avec un grand H, on va dire. Vous l'avez dit, la famille, donc l'histoire intime, à chaque fois les secrets de famille. Une chose que vous n'avez pas mentionnée, mais bon, ça, à travers ce que vous dites, on comprend, le passé et le présent, donc, ça marche. L'influence du passé sur le présent. La relation aussi filiale, vous l'avez dit, avec le père, est-ce que ça marche? Oui. La relation filiale avec le père, mais pas seulement le père et le fils, j'ai aussi noté souvent la relation entre la mère et les enfants. On le voit avec Elsa Préau, on le voit bien sûr après avec Lola Lombard et ses 2 enfants, et la transmission à chaque fois. Alors ce qui est récurrent bien sûr, puisqu'on parle de Black Coffee, c'est le serial killer, donc il y a la folie, la maladie mentale, le traumatisme, ça aussi on l'aborde dans ce livre-là, et la résilience. Je vous poserai un petit peu plus de questions là-dessus, je pense que c'est clé par rapport à ce que vous venez de dire. Le mystère, bien sûr, le réel, le surnaturel, le visible, l'invisible. Il y a beaucoup de fantômes, surtout dans White Coffee, il y a énormément de fantômes. Et cette question toujours par derrière de la justice. Vous avez dit culpabilité tout à l'heure, enfin la morale donc, et aussi la question de Dieu que vous vous posez. Alors beaucoup de thèmes, hein, vous voyez, j'ai tout noté et à chaque fois je les retrouve dans les 3. Alors est-ce que votre passé, Sophie, vous nourrit vraiment votre avenir? Et plus précisément autour de la résilience, qui est le thème de Boris Cyrulnik, comment abordez-vous ce thème? Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir par ce thème de la résilience? La résilience, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il y a peut-être une dizaine d'années. C'est ce qui conduit ma vie. Et quand on en prend conscience, on change complètement d'avis sur soi. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai grandi avec un manque de confiance en moi exemplaire. Ma mère avait l'habitude de dire « Sophie, avec les moyens que tu as, de toute façon, tu ne pourras jamais faire mieux. » Pour des Américains, par exemple, ça sonne étrangement. Tout était comme ça, c'est-à-dire tout ce que je percevais, c'était une espèce de vitre, et derrière cette vitre, il y avait l'autre vie, celle que peut-être je pourrais vivre un jour, où je serais un beau cygne blanc. Mais dans la vie réelle, j'étais plutôt le vilain petit canard. J'étais gauchère, j'avais un problème avec un œil, donc on mettait un cache régulièrement pour éduquer mon œil. J'étais dyslexique, j'avais un grand frère qui me martyrisait volontiers parce que sa petite sœur, il n'en voulait pas, donc j'empiétais sur son territoire et sur l'amour de sa maman et de son père. Donc j'ai été un petit souffre-douleur pendant très très longtemps et avec cette idée que je n'étais pas jolie, que rien ne serait facile dans ma vie et que de toute façon, même en faisant des efforts, ça serait dur. Donc imaginez qu'un jour je serai romancière, que je serai à Chicago avec vous aujourd'hui, c'était même, on me l'aurait dit, mais j'aurais hurlé de rire sur mon lit, quoi. J'aurais roulé, voilà. Et je pensais que, et c'était un très joli rêve, parce que c'est marrant, je pense que ce qui m'a sauvée, ce sont mes rêves. J'étais une grande rêveuse, et je rêvais qu'un jour je serais actrice à Hollywood. J'adorais le cinéma américain, et notamment ces grands films mélos où les actrices ont des robes de velours noir avec des fourreaux, et je me disais, c'est mieux d'être actrice à Hollywood, les robes sont plus belles. Donc j'avais déjà une fascination pour les États-Unis, la culture américaine, la langue anglaise que j'apprenais puisque je regardais tous les films en version originale. Et je m'imprégnais de tout cela très fortement. Je me suis très tôt intéressée à l'histoire du cinéma et quand j'ai fait Lettres modernes, j'étais en option audiovisuelle pour pouvoir faire l'analyse de films, qui est très importante dans mon écriture aujourd'hui, puisque mon écriture est très scénarisée, très visuelle.
tout ça a fait que finalement je me suis accrochée à quelque chose. Mais j'ai vraiment pas une vie facile. J'en parlais à Laura tout à l'heure. Elle est où, Laura? Dans la voiture, j'en parlais avec Marianne aussi, on a échangé toutes les deux. Marianne que j'ai eu l'occasion de rencontrer grâce à l'Alliance, hein, qui m'a fait visiter Chicago il y a 2 jours. Voilà, je n'ai pas eu une enfance maltraitée, pas du tout, mais c'était pas facile, parce qu'il y a eu des drames dans ma famille qui ont notamment un problème d'une maladie chez mon frère, un divorce des parents, une mère qui a des problèmes, une maladie mentale. Tout ça, c'est pas des choses faciles quand on a 16 ans et qu'on essaye de se structurer. Donc, je me suis toujours construite en me battant. J'ai avancé de ma petite Lorraine, de Nancy, jusqu'à Paris en me battant. Quand je suis arrivée à Paris, on m'a bien fait comprendre que j'étais une provinciale. Et que, en plus, à Nancy, vous ne parlez pas allemand à Nancy, c'est pas les pays de l'Est là-bas. Donc c'était vraiment difficile. Et il a fallu que je trouve un appartement, que je trouve du travail. Heureusement, à France Inter, j'ai eu la chance de gagner un concours. Et puis j'ai fait des rencontres, des parrains, des pères, des gens qui m'ont, surtout des hommes, qui m'ont vraiment soutenue, qui m'ont encouragée et qui m'ont permis de croire en moi. Donc je me suis vraiment construite en réponse aux empêchements. Et l'empêchement principal, et là est la résilience la plus forte, c'est mon frère. Ce frère qui m'a vraiment cassé les pieds toute mon enfance, un jour déclenche une maladie auto-immune qui est la sclérose en plaques, et en 17 ans, il va dépérir et devenir un légume. Et ce frère que j'avais détesté pour toutes les misères qu'il me faisait, soudain je me sens tellement coupable, moi, d'être en vie, d'être normale, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir avoir des amis, alors que lui est en fauteuil roulant, qui ne peut plus parler. Donc je me suis sentie une lourde responsabilité. C'est-à-dire que ma vie, je devais la gagner 2 fois mieux, la réussir 2 fois mieux, mes enfants devaient être 2 fois mieux, tout devait être 2 fois mieux pour lui. Et ça, c'est vraiment une construction en résilience. C'est-à-dire que de cette douleur de ce frère, eh bien j'en fais mon drapeau. Et c'est ça qui fait que, eh bien peut-être mes émissions de radio étaient plus travaillées que les autres, peut-être que mes livres sont plus travaillés que les autres, parce que je ne suis pas toute seule, on est 2. Et voilà, je pense que si je dois trouver une réponse à cette volonté de faire, d'avancer, et qui m'a permis de quitter la Lorraine, et c'était pas facile, eh bien elle est dans le fait que je porte mon frère avec moi. Merci pour le détail de cette question. Et moi, je pense, quand vous dites ça, je pense aussi à cette idée de fantôme que vous avez beaucoup dans vos livres, où on a cette espèce de double fantôme, oui, sous cet angle. Et maintenant, ça résonne avec ce que vous dites, parce qu'effectivement, on le sent, il y a toujours ce dédoublement. Il y a le visible et l'invisible, le réel et l'imaginaire. Donc ça va effectivement de pair avec ce que vous nous expliquez. Donc je voulais vous demander, croyez-vous aux fantômes? Bon, je pense que là, on a quelque part bien répondu déjà. Alors les titres, moi j'aime toujours les titres. J'essaie de comprendre à quel moment un titre a surgi, sur quoi il est basé, s'il s'est imposé au livre ou s'il était déjà d'emblée là au début. On a les 3 livres dont on parle aujourd'hui, L'enfant au caillou. Là, dans le passage, effectivement, on l'a lu, c'est ce petit enfant qui joue avec des cailloux. Et sinon, Black Coffee ou White Coffee? Alors, Black Coffee, c'est une idée de mon éditeur, en fait. J'avais proposé ce titre, mais je voulais le changer. Je voulais donner à mon roman le titre de La route assassinée. J'aime beaucoup ce titre. Mais mon éditrice m'a dit Black Coffee, c'est beaucoup plus vendeur pour un polar. Et elle avait raison parce que du coup on va faire une trilogie, parce que je ne savais pas à l'époque que Black Coffee était le début d'une trilogie. C'est à la fin du livre que j'ai compris que je ne pouvais pas quitter mes personnages comme ça.
Et le retour de lecture que j'avais était identique. J'avais beaucoup de lecteurs qui venaient me voir en me disant « Alors, qu'est-ce qui va se passer entre Desmond et Lola? Tu ne peux pas nous laisser comme ça, Sophie ?» Et j'avais le même désir, donc c'est bien quand le désir est commun. Donc il y aura un white coffee, enfin il y a eu un white coffee, et il y aura un bloody coffee. Évidemment, hein, on peut en faire blanc, noir et rouge. Bloody coffee étant, le mot bloody étant plutôt à entendre dans le sens de la filiation, des rapports, des liens du sang en fait. Puisque dans mes livres, vous aurez beaucoup de mal à trouver du sang. Encore une fois, je vous l'ai dit, je suis une grande tricheuse. Donc le thriller chez moi, c'est juste un moyen de raconter des histoires sombres, mais de vous amener à la lumière, vers une sorte de lumière. Donc sur les titres, à la mesure de nos silences, ça a été presque une évidence aussi. C'est une phrase qui au départ était dans le livre. C'est très symbolique et très fort, puisque dans ce livre, on parle de mesurer les silences, et le personnage principal est un producteur de radio, un journaliste radio, qui a été mon métier pendant 17 ans, qui s'est brutalement interrompu suite à un licenciement politique, comme ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, tout à coup j'étais plongée dans le silence. Et c'était intéressant que le seul livre que je consacre à mon métier porte ce mot silence, qui est quelque part la marque que j'ai maintenant par rapport à ce merveilleux passé de radio. Et dans Le Noir du Corbeau, c'est très clair, c'est parce que quand on a été à San Francisco avec mon mari pour faire des repérages, à un moment on était sur la route 1, je crois, c'est celle qui longe la côte de Mill Valley, on traverse Sausalito, Mill Valley, etc. On est vraiment au bord de la mer. Et sur la falaise, à un moment, on s'est arrêté pour regarder le paysage. Parce que je lui ai dit, arrête-toi, je crois que c'est là, ma scène de crime, c'est là. Elle m'a dit, ah bon, il s'arrête. Et puis, il y avait effectivement un terre-plein, et c'était exactement ce que je cherchais. Et puis, je tourne la tête et je vois 2 corbeaux qui étaient exactement dans la position de mon mari et moi, qui regardaient comme ça, comme s'ils regardaient ce qu'on regardait. Et je lui dis, mais c'est incroyable ces corbeaux. Je vais faire quelque chose avec ça. Et effectivement, je suis allée regarder quelle était la symbolique du corbeau. Donc son œil enferme les âmes, etc. Je trouvais ça très intéressant, donc c'est devenu le titre du roman. Voilà, puis l'enfant au caillou, c'est tout simplement parce qu'il joue avec des petits cailloux. Voilà, et j'ai compris plus tard que dans ce titre, il y avait bien d'autres choses. Il y a ces petits cailloux qu'on met sur les tombes, en hommage aux disparus. Et ça fait référence à mes origines juives, qui sont enfouies dans le passé de ma famille et qui ont été tues et après la guerre, enfin totalement enfermées sous une forme de secret, de chape de plomb, mais qui ressortent chez moi dans tous mes livres, sans que je le cherche. Donc c'est quelque chose qui, voilà, ça fait partie de ces fantômes qui sont avec moi, que je ne connais pas, mais voilà, qui m'habitent. Merci. Le titre, à la mesure de nos silences, je vais partir de là pour parler musique. Silence, c'est aussi la musique. Et je sais que vous êtes musicienne et que vous êtes critique de musique, vous êtes spécialiste de musique de film. Comment? Je vais l'éditer. Ah, vous l'avez, pardon, vous l'avez. Est-ce qu'on ne l'est plus quand on l'est? Je pense que on peut se mettre l'étiquette à vie. Vous jouez de la musique? J'ai longtemps, enfin je fais encore du piano, mais je n'ai plus l'habitude d'en faire quotidiennement, ce qui fait que je perds beaucoup, mais j'aime beaucoup improviser au piano et j'ai longtemps chanté, j'ai même composé. C'est pour ça que quand j'abordais la critique de musique de film, c'était surtout la texture qui m'intéressait, pas la qualité de l'orchestration, les références classiques, que sais-je. C'est ce que je ressentais comme émotion et j'ai eu grand plaisir à mettre en avant à la radio, au travers d'émissions, à France Culture, à France Inter et à France Info, le travail des musiciens pour l'image, parce que je pense qu'on leur doit la plupart du temps 80% de la qualité du film, surtout sur les blockbusters, enfin les gros films commerciaux. Et puis ce sont des vrais artistes qui ont un apport essentiel à l'image. Et quand on voit Hitchcock et Herman, par exemple,
Si on associe, il y a Danny Elfman aussi, avec Tim Burton, qui est vraiment très très intéressant à entendre, ou Night Shyamalan avec James Newton Howard, qui pour moi est vraiment celui qui m'inspire le plus, ou Thomas Newman. Voilà, c'est vraiment des... Je cite beaucoup d'Américains, parce que j'écoute beaucoup de compositeurs américains, mais j'aime aussi beaucoup Alexandre Desplat, qui a eu un Oscar, Gabriel Yared, qui a eu un Oscar, et qui sont des amis et que j'honore dès que je... Vous avez écrit un portrait sur Gabriel? Oui, ouais, j'ai écrit, et Alexandre aussi, j'ai fait des portraits pour France Culture sur ces messieurs, enfin sympathiques. Oui, donc beaucoup de musique, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup la musique aussi, et je n'écoute pas ce genre de musique d'habitude. Et je dois dire que là, à chaque fois qu'il y avait une citation musicale, eh bien, je regardais, enfin j'écoutais plutôt, je la mettais, j'écoutais. Et j'ai fait une très belle découverte. J'en ai même parlé à certains ici aujourd'hui. Stacey Kent, oui, magnifique. Spring, as it might well be spring, quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai oublié le titre, mais je l'ai beaucoup écouté ce week-end, mais il s'en fout pourrait le dire. Et je me suis baignée toutes ces musiques, et je dois dire, c'était merveilleux, c'était une belle découverte. Au travers de l'écriture. Et c'est magnifique, parce qu'on sait que les mots, ce sont aussi des notes. Hein. Et là, j'ai beaucoup apprécié Elsa est pianiste, elle joue pour l'enfant, au caillou. Dans Black Coffee, vous commencez sur la scène vraiment tragique, on en parle ici, de la famille assassinée de Desmond. Et il y a Nora qui chante. Peggy Lee, Black Coffee. Et tout est... Et ensuite, White Coffee, je crois que chaque chapitre est à travers une musique, chaque partie. Donc à chaque fois, je me mettais la musique qui allait avec la partie. Est-ce que vous avez écrit, parce que moi j'ai fait ça en lisant, est-ce que vous avez écrit avec ces musiques? J'ai écrit les premières lignes, mais après, en fait, quand j'écris une ligne, ça va me prendre 3 minutes. Donc la chanson elle est déjà finie. Oui, on en met. Donc non, j'écoute vraiment les musiques de films parce qu'il n'y a pas de paroles et que les mots me perturbent quand je vais chercher une musique un peu angoissante, si ça doit être angoissant, une musique légère, si c'est un moment plus sympa entre les enfants et le là. Donc je vais chercher des textures musicales qui vont adhérer, me donner le décor. C'est comme si sur un plateau, avant de demander aux acteurs de jouer, on envoyait la musique. Et je peux vous dire que ça change vraiment et c'est vraiment une aide pour moi au moment de l'acte de création, au moment d'écrire. Après, quand il s'agit de relire, je mets pas de musique parce que la musique a tendance à enjoliver ce que vous avez fait. Et en relisant, on s'aperçoit que oulala, là j'ai mis beaucoup trop d'adjectifs, trop d'adverbes, oulala, non. Et après on nettoie, on range, voilà, on nettoie. C'est vrai que parfois avec la musique, wow, on part un peu dans des choses un peu mélo, quoi. Voilà, ou trop noir. Alors l'écriture, j'ai noté, vos livres sont denses, on l'a vu, enfin, pour la plupart, mais ils se lisent facilement. Alors je pense que le fait qu'on ait beaucoup de musique et qu'on entende, qu'on ressente beaucoup la musique aide aussi. Ils commencent, comme on a dit tout à l'heure, doucement, mais ils vont en crescendo. Donc ça aussi, ça aide, je crois, à lire. On a envie d'aller plus loin, ils sont toujours dans le suspense, ils tiennent le lecteur en haleine. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup d'oralité, donc ça rend aussi la lecture plus aisée. Vous avez aussi, je crois que c'est dans l'enfant caillou, des lettres qui sont insérées, des morceaux de journal qui permettent comme ça de faire avancer l'action. Et vous avez des chapitres qui sont toujours très courts. Hein. Black Coffee, White Coffee, c'est 2 pages maximum à chaque fois. Mais il ne faut pas croire que parce qu'il n'y a que 2 pages, je veux dire, ça demande quand même une grande concentration, parce que à chaque fois on change de tableau. Et on change aussi dans le temps. Alors, Black Coffee, on commence en 66, on termine de nos jours, quasiment. 2011. Donc ouais, ça fait presque 50 ans, c'est très long. Et les tableaux changent de scène totalement, les personnages changent complètement.
et des fois sont introduits, on n'a pas encore compris ce qu'ils sont, c'est un petit bout du puzzle qui va venir après se greffer aux autres. Donc en tant que lecteur, il faut, même si on lit vite, il faut rester quand même très concentré. Donc ça j'ai noté, et aussi, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai aussi fait des études de littérature et j'apprécie les belles phrases. Et il y a une grande qualité d'écriture. Il y a beaucoup, on l'a entendu tout à l'heure quand vous avez lu, j'aurais pu prendre énormément de passages dans Black Coffee, comme je vous disais Sophie tout à l'heure quand on parlait. Honnêtement, moi j'ai passé le week-end dans la chaleur de tous ces états, là, les 8 états de la route 66, et dans la poussière, etc. Je m'y croyais totalement. Et il y a des très très belles phrases. Est-ce que vous passez beaucoup de temps pour chaque phrase? Vous avez dit 3 minutes tout à l'heure. Beaucoup de phrases sur chaque phrase, ou est-ce que vous relisez, coupez beaucoup, refaites? Je travaille énormément mon texte. Il y a, je crois, je vais vous lire, si vous voulez bien, le début de White Coffee. Parce que je crois que j'ai jamais autant retravaillé un texte que celui-ci. Je pense que c'est plus d'une centaine de fois. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je garde toutes les versions. Et effectivement, la première version n'a absolument rien à voir avec la dernière, mais il y a quand même des choses qui restent. Je vais mettre mes lunettes. Alors, il y a un gros travail que je fais, évidemment, avant de rendre le manuscrit à mon éditeur, mais après, le travail de l'éditeur. Et on en parlait avant-hier à Ragdale, la résidence où je suis en ce moment en écriture, avec les auteurs. Parfois, on est très malheureux. C'est un passage très difficile avec le moment de l'editing, comme on dit. Parce que, eh bien, on est en face de correcteurs absolument intransigeants. Et il y a dans ce passage, vous allez entendre une phrase avec un rideau colère. Eh bien, ce rideau colère, j'ai dû me battre pour pouvoir le conserver dans ce texte. Eh bien, s'il avait fallu que j'y laisse un bras, je l'aurais laissé. Je vous lis ce passage. Août 2009, désert de Guayave, Californie. C'était un temps de mauvais vent. Un ciel d'acier annonçait l'orage. En son domaine, un coyote courbait l'échine, dessinant une ombre brûlante sur le sable. Un soleil écrasé de nuages accrochait des reflets d'ambre à son pelage. Assourdissant silence peuplé de grésillements d'insectes. Le désert s'apprêtait au pire, bientôt battu par la pluie, puni de ses faiblesses. Car jadis, on avait ouvert ses entrailles pour en récolter les trésors, et il s'était laissé faire. On avait tiré de ses veines le suc, taillé à coups de pic et de pioche un linceul stérile. Bien après la fermeture de la mine, un homme était apparu, curieux de ses cicatrices. Il avait exploré les galeries, palpé le ventre de la terre de ses doigts maigres, et il s'était proclamé roi. Muscles tendus, jurant, crachant, l'homme avait charrié là d'horribles choses, ensemencé le sol de prières impies, et il était reparti, géant sinistre, rapetissant à l'horizon couleur de feu. Le coyote leva le museau, du sable adhéré à sa truffe noire et vernie. Il tourna les oreilles à droite, à gauche, devina plus loin un arbre de Josué hérissé de feuilles piquantes et fila sous ses branches y replier les pattes. La rumeur enflait, figeait le crotale et la tortue. Bientôt, la nature vomirait son flot de pluie aux gerçures du désert. Toute l'eau serait bue. Quand le rideau colère serait levé, l'animal quitterait son abri et viendrait renifler cette blessure que le ciel aurait ouverte sous lui, humer les effluves tièdes remontés d'en bas. Et parmi cette multitude, cet alléchant magot, le chacal ne saurait quel morceau choisir. Une centaine de fois, voilà. Mais parce qu'il faut que ça chante, hein, il faut que ça rime, il faut que ce soit... c'est le premier chapitre, je vous emmène quelque part et je veux que vous soyez tout de suite dans le trouble de ce personnage, que vous ressentiez, vous voyez le soleil un petit peu vriller comme ça dans le désert, que vous sentiez l'orage tomber, et je lis beaucoup de poésie et je pense que ça se sent de plus en plus dans mon écriture. Oui, ça se sent, et vous avez mis des citations aussi de poètes que j'aime beaucoup, Paul Celan, que j'ai vu en début, je ne sais plus lequel, si c'est White Coffee ou Black Coffee, il est tout au début, Baudelaire aussi. Donc il y a effectivement beaucoup
on sent une grande richesse littéraire derrière et beaucoup de poètes. Et donc c'est certainement effectivement ce qui permet aussi d'influencer comme ça l'écriture et rendre cette prose si belle à la lecture. On parle de Black Coffee, White Coffee, on a dit qu'il se passait aux États-Unis, donc il y a des blogs ici qu'on peut peut-être faire un petit peu dérouler ou avancer. Donc 4000 km de route, 8 États, ça se déroule sur 50 ans à peu près, comme je l'ai dit. Il y a 2 histoires en parallèle pour Black Coffee, et elles finissent par se rejoindre. Donc celle de Desmond, dont vous parliez tout à l'heure, et de la fameuse tragédie dont je parlais au début, de sa famille qui a été trucidée en Oklahoma en 1966. Et puis la famille, bien française on va dire, la famille Lombard, qui se lance aussi avec leur fille et leur fils sur la route mythique de 66. Et les destins vont se croiser de ces deux familles. Alors j'essaie de trouver... Alors il y a 2 blogs. Il y a un blog pour Black Coffee, il y en a un pour White Coffee. Celui-ci c'est Black Coffee. Je vais y arriver. C'est pas facile, hein, excusez-moi. Ouais, je voudrais vous montrer les photos de la route 66. Voilà. Alors vous voyez, tempête à... Donc à chaque fois, je raconte tout le voyage qu'on a fait avec mon mari et mes enfants en 2011, qui est le voyage de repérage pour le roman. Donc ça commence à l'aéroport à Paris, on arrive à Chicago, et puis après, mon mari a eu l'idée très rigolote de faire un petit détour de, je crois, plus de 1000 miles, je crois, pour aller voir des amis à Chautauqua Institution dans l'État de New York. Donc je passe là-dessus. Donc on a été, à cette occasion, il a perdu sa carte de crédit. Il ne savait plus du tout parler anglais alors qu'il avait vécu là-bas. Alors après on revient à Chicago, voilà, back to Chicago. Donc on a passé 2 jours à Chicago et après on a commencé notre périple sur la route 66, donc Bloomington, 1er juillet, où là, j'ai le guide sur les genoux et je m'aperçois que le guide ne donne absolument aucune distance entre chaque ville, donc c'est terrible, hein. On ne sait jamais à quelle heure on va arriver. On est parti avec un ciel comme ça, c'était très impressionnant. Puis voilà, dès qu'on arrive, on tombe sur vraiment ces vestiges. On est toujours très bien reçus. Il y a le dessin pour les enfants, le menu enfant, c'est super. En France, quand on arrive avec des enfants, on nous regarde avec des gros yeux. Aux États-Unis, tout le monde est aux petits soins pour les enfants, c'est génial. Et donc ça, c'est un musée, là, on ne voit pas, mais il y a mon fils qui a 3 ans à l'époque, 3-4 ans, qui au fur et à mesure de la route se transformait en petit cow-boy. D'abord on a acheté un chapeau, après on a acheté un lasso, après on a acheté... Donc voilà, à chaque fois, à la fin, c'était un vrai petit cow-boy. Et je me suis inspirée de lui pour le personnage de Gaston dans le roman, de même que pour... alors on va aller sur Albuquerque. Donc il y a 1500 photos. La plupart ont été prises par ma fille. Alors on voit mon fils qui se transforme en cow-boy, vous voyez le chapeau. Il y a ici le revolver. Et alors c'est marrant parce qu'il ne voulait pas mettre ses baskets ou ses sandales, parce qu'il me disait qu'un cow-boy ne met pas de sandales. Là on le voit, il est en train de jouer. Donc ça c'était Albuquerque qu'on avait... on avait un gros problème avec mon mari, c'est qu'il avait décidé que c'était pas à lui de se faire à la route, mais à la route de se faire à lui. Donc il s'arrêtait quand il voulait, sauf qu'aux États-Unis, il faut manger à 18h30, pas à 20h. Donc on a passé quasiment tout notre séjour à manger avec des gens qui passaient le balai dans les restaurants à côté de nous. Et c'était assez drôle. On va être sur Sedona. Il y a énormément de photos, elles sont vraiment très très chouettes. Sedona, c'est un endroit où j'avais envie de revenir, que j'avais connu quelques années auparavant grâce à un amoureux américain, Jared, auquel je rends hommage, qui m'a permis de connaître cette ville, qui était un futur scénariste hollywoodien qui a finalement tourné au bouddhisme et qui maintenant se consacre à des gens qui sont en prison et grâce au bouddhisme, eh bien,
il les amène à s'exprimer, à aller mieux. Donc c'était déjà quelqu'un de bien, c'est encore quelqu'un de bien, même encore mieux aujourd'hui, je pense. Et donc il m'a amené à Jérôme, cette ville fantôme. Je ne sais pas si vous connaissez, donc là c'est le monsieur qui tient cette espèce de musée où on voit voilà, des vestiges comme ça de la route, un petit bout de Gabriel là avec son chapeau. C'est assez... c'est vraiment un très beau voyage à faire qui m'a beaucoup inspiré. Évidemment, ça s'appelle The Haunted Hamburger. Donc, parce que évidemment, ville fantôme dit fantôme. Ça, c'est un hôtel hanté aussi. Et il y avait un resto de science-fiction à Sedona parce qu'ils sont très... Ils croient à tout à Sedona. À la puissance des montagnes, aux extraterrestres, au bouddhisme, au chamanisme, à tout. C'est bien. Tout le monde est, voilà, Spock. Donc, je ne peux pas vous faire tout le blog, mais c'est vraiment un blog sympa sur lequel je raconte toutes nos anecdotes et qui a inspiré énormément de choses parce que quand on a... Quand on a pris la route, on ne savait pas du tout où on allait, on n'avait rien préparé, on s'est perdu, on s'est fait arrêter par la police, enfin c'était vraiment les pieds nickelés. Et moi en plus je tenais mon blog, donc j'étais épuisée parce que le soir, quand tout le monde ronflait dans la chambre, je reprenais mes notes, je mettais des photos en ligne, donc j'ai fini dans un état proche du zombisme. Et en un moment, on a fait une étape à Las Vegas, évidemment, et j'ai dit à mon mari, je crois que nous allons nous séparer. Voilà, c'est pour vous dire dans quel état j'étais, on est toujours ensemble. C'était très dur, mais qu'est-ce que c'était beau. Voilà, que je vous invite à aller vous promener sur le blog, et puis, du coup, on en a fait un pour White Coffee, qui est très différent. Celui-là, il est beaucoup plus, voilà, cet endroit magnifique, Chautauqua Institution, New York, là où tout a commencé, et là où mon mari avait eu l'idée saugrenue que nous fassions notre saut de puce, Chicago, Los Angeles. Et il a eu raison, comme d'habitude, puisque j'ai découvert un endroit absolument fabuleux. Et Chautauqua Institution, c'est là où se passe la plus grande partie d'intrigue dans White Coffee, avec les histoires de fantômes qui se passent là. Alors, vous dites, vous avez commencé un livre et vous êtes maintenant dans une trilogie, donc on suit ces divers personnages, ces familles. Une dernière chose au niveau des personnages, est-ce qu'il y a des codes? Parce que, il y en a certes que j'ai vu, décoder moi-même facilement, Samuel Haas, à la fin de White Coffee, qui Haas comme le lièvre, effectivement, quand on lit l'intrigue, on comprend. Est-ce que Lola, c'est pour Dolores, pour celle qui souffre, mais aussi la femme fatale? C'est la femme fatale. Oui. La femme fatale? Celle qui souffre aussi. Hein. Lola, c'est la femme fatale de l'Ange Bleu. Et c'est Lola Lombard, c'est Carole Lombard, l'actrice Carole Lombard, qui m'a inspiré son nom. D'ailleurs, j'en parle. Alors là, je vous ai mis En passant par la Lorraine, puisqu'une grande partie, et je fais le parallèle entre les paysages lorrains et l'Arizona. C'est deux endroits absolument sublimes, enfin des forêts vraiment très belles. Donc ça, c'était un bunker de la Première Guerre mondiale qui sert de décor au roman. Voilà, tout ça. Je travaille énormément sur ma documentation. Et ce que je voulais vous montrer, donc, par rapport aux personnages, donc ici il y a ceux qui se cachent derrière les noms des personnages. Ah, je m'ai vu ça. Oui, c'est là. Et donc on va tout savoir sur les personnages. Et alors, je sais pas, on peut aller dessus pour voir. Je sais plus ce que j'ai écrit. Ah, alors là, vous voyez, qui m'a inspiré les personnages de Desmond? On se demande. Autant choisir un acteur plutôt handsome, comme on dit. Donc j'ai choisi Viggo Mortensen parce qu'au début de Black Coffee, il est censé avoir les cheveux longs, se promener avec des tongs en bambou, avoir les yeux très bleus et ressembler à grands pas le personnage du Seigneur des Anneaux. Puisque c'est une référence que Gaston dit
voilà, elle dit, mais maman, il ressemble un peu à grand-parent. Elle dit, mais c'est qui grand-parent? Donc du coup, je suis partie de l'acteur qui jouait dans Le Seigneur des Anneaux. Donc là, je parle des personnages dans L'Œil Noir du Corbeau. Pourquoi Anne Darnay s'appelle Darnay? Parce que Darnay, c'est le nom d'une commune dans les Vosges, d'une forêt dite enchantée. Bill Rainbow, parce que c'est un homme qui tend vers la lumière, la vérité, qui cependant retombe comme l'espoir s'efface. Donc voilà, chaque fois mes personnages ont effectivement blur, qui en anglais signifie effacement, flou. On a l'habitude de voir ça marqué sur les produits cosmétiques. Donc voilà, il s'appelle comme ça, Desmond. Il est flou, mais il est flou surtout pour lui-même, parce qu'il ne sait pas trop d'où il vient. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas reproduire le drame de son enfance. Alors là, voilà, par exemple, ici, la référence pour l'ange bleu. Et alors, ce qui est lombard, en plus, je me suis aperçue que lombard, ça vient du mot, de Lombardie, c'est un nom d'origine italienne, donc comme moi, d'Italie du Nord comme moi, et qui désignait autrefois un commerçant, un banquier ou un usurier. Et ce qui est intéressant, c'est que, sans le savoir, j'ai donné ce nom à un personnage qui a un gros problème avec l'argent. Puisque le gros souci de Lola, c'est de savoir comment elle va réussir à payer ses factures, son loyer, puisque son mari est parti, a disparu du jour au lendemain, en la laissant avec des dettes incroyables. Donc ça, je ne l'ai pas fait exprès. Ça, c'est le personnage de Thomas Edison qui a inspiré un certain Bismuth. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, Bismuth, qui est un personnage dans White Coffee. En fait, pour ceux qui le savent, Bismuth, c'est le nom qu'on avait donné à Nicolas Sarkozy sur une fameuse liste de noms. Donc, il meurt dedans, mais bon, personnage meurt. Voilà, alors là, vous avez tous les... J'irai voir, il y a tous les... Ducos désigne un idiot, Curie, nom d'origine écossaise, patrie des fantômes, Fischer, c'est le pêcheur, Garula, c'est un bavard. Donc voilà, souvent mes personnages, j'aime bien vous dire des choses au travers de leur nom. Par exemple, Makhadi, c'est inspiré du mot Mukadi qui signifie fourbe en arabe. Et je crois qu'il est vraiment fourbe. Oui. Et voilà, notre Samuel As. Voilà. Alors, j'avais pas vu cette partie effectivement du blog qui répond à toutes les questions et je pensais bien, effectivement, on ne peut pas lire un policier sans se poser des questions sur les codes et tous les... il doit y avoir des clés un petit peu partout, j'en avais décelé quelques-unes, mais loin de les avoir toutes, donc je regarderai ensuite. Vous montrez beaucoup de photos ici, et je sais que le film, je sais que le livre, L'enfant au caillou, va être... filmé, il va y avoir un film, l'adaptation cinématographique sur laquelle vous travaillez vous-même, je crois, en tant que scénariste. Je pense que tous vos livres, de toute façon, s'appliquent très très bien à un film, parce que vous l'avez dit, c'est extrêmement visuel. Vous pouvez nous en dire plus sur le film qui va sortir, quand et avec quel acteur? Alors c'est toujours difficile de parler d'un film tant qu'il n'est pas tourné, et tant que l'acteur principal, en l'occurrence l'actrice, n'a pas signé. Elle n'a pas signé. Voilà. On a présenté le scénario à Catherine Deneuve, qui a beaucoup aimé, qui aimerait beaucoup faire le film et qui réfléchit en ce moment par rapport à son planning, aux propositions qu'elle a par ailleurs de grands réalisateurs français et autres. Donc on attend. C'est la reine et nous sommes vraiment à lui baiser les pieds autant que possible. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais alors rien que l'idée qu'elle puisse être Elsa, c'est proprement incroyable. Et là je pense à la petite fille qui se trouve sur le lit en disant « ça va pas, moi demain j'aurais écrit un rôle pour Catherine Deneuve ». J'espère que vous aurez la réponse quand? Je sais pas, dans les jours ou les semaines qui viennent, je pense. C'est une diva, donc il faut prendre son temps. Mais non, mais oui, je la verrais très bien, moi qui ai lu le livre, ce serait magnifique, effectivement, de la voir, si elle accepte, ce serait très bon. Combien de temps ça mettra à peu près? J'ai aucune idée. Une fois qu'on a signé un contrat, combien de temps ça met pour ensuite avec le film? Je pense que ça met 2 ans, oui, parce qu'après c'est le planning de tournage, le montage. Puis si on a Catherine Deneuve, je pense qu'on va essayer d'avoir un réseau de diffusion qui soit, par exemple, la quinzaine à Cannes, ou que sais-je. Donc
ça donne tout de suite une ambition différente au film, qui ne s'appellera pas L'Enfant au caillou, mais Elsa. Pourquoi? Parce que les producteurs, et ça je l'ai découvert, c'est un truc que je n'imaginais pas, en fait les producteurs de cinéma ont besoin de s'approprier votre œuvre. C'est un peu comme si vous aviez fait un magnifique enfant et à un moment vous le prend. Oh bah attends, tu me le donnes, il est bien, je le prends. Et j'en fais ce que je veux. Alors je vais lui changer son nom, et puis je vais changer ça, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça. Et bah oui, hein, vous êtes obligé de dire oui, parce que de toute façon, à moins que vous soyez vous capable de faire votre film, vous n'avez pas le choix. Eh bien, parfois, ce qu'ils font de votre enfant, ça peut être absolument génial. Donc, voilà, je leur fais une confiance absolue et c'est déjà tellement merveilleux qu'il y ait une adaptation. Donc, voilà. J'aimerais beaucoup qu'il y en ait une de Black Coffee. Moi aussi. Avec une Viggo Mortensen, ce serait encore mieux. Oui, moi aussi j'aimerais bien. Et Elsa, je pense que, je trouve que c'est très bien. Par rapport, tout tourne quand même autour de cette femme qui est un peu beaucoup de courage. D'ailleurs, vos femmes sont toujours un peu mère courage, j'ai remarqué. Oui, c'est bizarre. Les hommes, en revanche, un petit peu plus difficiles, on va dire. Beaucoup sont assez dangereux, voire très lâches. Certains, je pense à Pierre, notamment, Pierre Lombard. Ils ont des raisons, on va dire, des traumatismes qui expliquent ceci ou cela. Mais les femmes sont celles qui ont le courage, je trouve, dans ce que j'ai lu jusqu'à présent, du moins. Donc voilà, bon, j'espère pour le film que ça va marcher avec les deux, ce serait magnifique. La traduction en anglais, donc, elle est là. Est-ce que vous avez participé à la traduction en anglais du livre? Un tout petit peu. Un petit peu? Oui, parfois la traductrice qui est irlandaise me téléphonait pour que nous échangions sur certains mots très précis, très techniques. Et notamment, je me souviens du mot contraction. Les contractions d'une femme enceinte. Parce que le terme français correspond, est assez général, alors qu'en anglais, il y a des mots spécifiques pour décrire les contractions qu'on peut avoir pendant la grossesse et qui sont différents de la contraction au moment de l'accouchement. Donc voilà, c'était très technique. Et elle aimait beaucoup le livre et je pense qu'elle a vraiment restitué le style un peu vieille France d'Elsa, qui a une façon de s'exprimer voilà, très, comme une institutrice qui fait très attention à son écriture. Alors je ne l'ai pas lu encore en anglais, je le dirai ensuite en anglais, je pourrais en vérifier, mais pour Black Coffee, est-ce qu'il y a des projets, on en parlait tout un tout petit peu avant ensemble, des projets de traduction? L'éditeur de The Stone Boy est un éditeur séquence centrale, qui fait plutôt, je crois, dans le thriller, et Black Coffee ne l'intéresse pas parce que c'est un roman qui se passe aux États-Unis. La réponse qui a été faite, c'est que les Américains ne s'intéressent pas aux romans des Français qui écrivent des histoires qui se passent chez eux. Donc je n'ai pas compris, mais voilà, en tout cas c'est la réponse qui nous a été faite. Et en arrivant ici, j'ai constaté que c'était tout le contraire. Donc je suis vraiment en recherche d'un éditeur pour cette trilogie, qui, je pense, est aussi probablement quelque chose à adapter pour le cinéma, notamment Black Coffee, qui pourrait faire une série sur la route très haletante. Et d'ailleurs, je viens de terminer une série policière pour la télévision française, enfin un projet qui est quand même assez inspiré de Black Coffee, puisqu'on se trouve sur la Nationale 7, qui est notre route 66 à nous, qui est un peu plus petite, hein, elle fait 900 km. Elle traverse toute la France, de Paris jusqu'à la Côte d'Azur. C'était une route très utilisée pendant les vacances dans les années 60. 70, je l'ai prise moi-même avec mes parents, c'était la route des embouteillages. Et donc sur cette route, une romancière, au départ c'était un romancier, mais bon, ils m'ont demandé de changer, c'est une romancière spécialiste dans le thriller, qui refait cette route sur les traces d'un tueur en série qui apparemment aurait sévi sur cette route des années 70 aux années 2000. Et toutes ces affaires n'ont jamais été liées les unes aux autres parce qu'elles sont séparées en temps
mais elles ont en commun d'être situées, toutes les scènes de crime sont situées sur la National 7. Et il est aidé dans ses recherches par un journaliste du Progrès de Lyon, qui lui-même a perdu sa mère, qui a disparu sur la route. Donc ce sont plutôt des disparitions. Et ce qui est compliqué pour cette romancière, c'est que son père vient de mourir dans d'étranges circonstances, qu'apparemment il souffrait d'un Alzheimer, une maladie d'Alzheimer, puisqu'il y avait dans sa maison, tout était en chantier, à l'envers, en dessous-dessous. Mais dans une valise, il avait réuni des coupures de presse qui relatent tous ces faits divers sur la National 7. Et c'est à partir de ces coupures de presse qu'elle va essayer d'écrire un roman, donc faire cette route. Et au fur et à mesure qu'elle avance, elle se rend compte que les indices qu'elle relève la poussent à penser que le tueur est son père. Voilà. Je viens de vous en dire. Merci. Et ça, c'est une pièce, une série de télévision qui va sortir quand? Qui est déjà créée. Ah, que vous avez, bon, pas encore, mais qui vient d'être écrite. En tout cas, je reconnais beaucoup de choses aussi quand même de Black Coffee. Oui. Ça me rappelle effectivement ce que j'ai lu ce week-end. Merci beaucoup, Sophie Loubière, pour ces 3 romans. Moi, je suis très heureuse de vous avoir découverte. Ça n'est pas une littérature que je lis d'habitude, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc j'ai appris beaucoup de choses, donc c'est super. Et maintenant, je veux aller sur la route 66. Donc là, je veux dire, c'est bon, mes vacances, c'est bouquet. Donc je trouve que c'est magnifique quand la littérature nous donne envie comme ça. C'est vraiment ça, quand ça marche, et ça marche, c'est quand vous lisez et qu'ensuite vous avez une envie comme ça très forte de faire quelque chose, une énergie que vous n'aviez pas avant. Alors pour ça, je vous dis un grand merci. Merci. Merci beaucoup, merci à vous.